Chariot, Kyore, 안녕하세요. Annyeonghaseyo, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Parle-moi K-drama, le podcast sur les séries coréennes. Bon, pour ce hors-série, c'est plutôt Parle-moi K-movie car on va parler film coréen aujourd'hui. Et pour ce faire, on sera deux, parce que vous avez peut-être entendu une petite voix masculine dans l'intro. Effectivement, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Emma. Alors Kevin, bienvenue. Merci. Peux-tu nous dire quelques mots sur toi et ton rapport au cinéma coréen, s'il te plaît? Ton premier K-drama, ton premier K-movie, enfin voilà. Eh ben écoute, moi, mon premier rapport avec le cinéma coréen de manière générale, c'était avec le dernier train pour Busan, que j'ai vu au cinéma à l'époque. C'est un ami qui m'a attiré, il m'a dit, tu verras, c'est un super film d'horreur, et c'est le cas, je peux que vous recommander de le voir. Et après ça, j'ai pas vu grand-chose, j'ai dû voir Parasite au cinéma. Ouais. Et seulement après, j'ai commencé à regarder un petit peu des K-dramas ou des films directement avec ma copine. Et donc, de temps en temps, je regarde un peu avec elle. Je suis un peu moins dedans qu'elle, mais je suis. Très bien, et bien bienvenue encore une fois Kevin Merci. sur Parle-moi K-drama. Donc là, on vient de finir la première saison sur Reply 1988 avec les filles. Et aujourd'hui, je vous propose le premier hors-série, le premier parmi plein d'autres, je l'espère. Pour ce premier hors-série, on a choisi un film qui te plaît, vu ce que tu as dit tout à l'heure, Oui. autour des thrillers, etc. Donc le film s'appelle Exhuma. C'est ça. Exhuma. Donc Exhuma, qu'est-ce que c'est? Donc à savoir, en coréen, c'est Pamyo. Donc ça veut dire la même chose, donc exhuma. En français, exhuma, c'est exhumer. Et exhumer, ça veut dire déterrer un défunt, un corps. Enfin voilà, tout simplement. Tout simplement. On est plutôt dans le genre thriller, film d'horreur. Voilà. Exact. Je vais peut-être faire un petit synopsis sur le film avant qu'on ne commence. Mais donc c'est un film qui parle d'une équipe d'experts, on va dire, en occultisme, qui est appelée pour sauver la vie d'un jeune nourrisson. Et le plan de sauvetage mène à une mystérieuse exhumation qui s'avère un peu conventionnelle, délicate, ce qui fait que entre tradition ancestrale et forces invisibles, la mission prend une tournure assez inattendue. Donc, qui les plonge au cœur d'un mystère troublant. Dixit le synopsis. Donc, dans cette équipe d'experts, finalement, on a plusieurs acteurs principaux que je vais citer. Il y a pas mal qu'on connaît déjà, mais je voulais commencer par Choi Min-sik, qui joue Kim Sang-dok, le maître feng shui, on l'appelle souvent le géomancien durant le film. On l'a vu surtout, j'ai noté, dans un film qui est normalement très connu. Ninon, je pense qu'elle sera ravie d'entendre ça. Mais on l'a vu dans J'ai rencontré le diable à Saw the Devil, qui est sorti en 2010. Donc pareil, c'est un film assez thriller, un film d'horreur, je pense. Et il jouait un serial killer psychopathe dans le film. Ok. On l'a également vu dans un film de Luc Besson, tiens, très marrant, Lucie, en 2014, où il jouait un second rôle. Mais bon. Pas de souvenir de ça. Moi non plus, hein, mais voilà. Il y a également dans le film Yu Ye-jin, le croque-mort qui accompagne le maître Feng Shui, le géomancien. Et lui, on le voit plutôt souvent dans des émissions TV, par exemple dans 3000 a Day, Lights, et dans d'autres films comme Space Sweepers en 2021 ou Taxi Driver en 2017. Voilà, c'est quelqu'un qu'on voit souvent dans les films plutôt que dans des séries, quoi. Il joue dans ce film également Kim Go-eun, qui joue Hee Hwarim, la chamane. Donc Kim Go-eun, on l'a vu, pour ne citer que ça, dans Goblin, une série très connue dans l'univers K-dramastique. D'accord. Je me permets d'inventer des mots. Non, t'as raison. C'est ton podcast après tout. Donc, en 2016 dans Goblin, et donc c'est un incontournable des séries coréennes, Goblin. Ok.
et elle a joué dedans. Dans le film, il y a également Lee Do-hyun qui joue Yoon Bo-gil, le chaman qui assiste la chamane principale. Et on l'a vu dans la série Sweet Home en 2020 ou The Good Bad Mother en 2023, qui est disponible, et tous les deux disponibles sur Netflix. J'ai pas de part à Netflix, mais bon, c'est disponible sur Netflix, autant dire que c'est sur Netflix. Bon, on est tous sur Netflix de toute façon. En dernier, je le connais un peu moins. Il s'appelle Kim Jae-jol et il joue Ji-young, le client du groupe qui cherche à sauver l'enfant. Son enfant. Donc c'est son enfant qui est malade. Et donc pour résumer, voici la liste des personnages. On a Sandok, le géant ancien, Hyun-gun qui accompagne le géant ancien, Hwarim, la chamane, Bong-il qui accompagne la chamane, et enfin Ji-young qui est le client du quatuor. Donc je parlais de Netflix tout à l'heure, la plateforme de visionnage de ce film, eh bien ce n'est pas Netflix. Pour changer. Pour changer, effectivement. Donc pour ce film, on a la plateforme Insomnia. Je connaissais pas du tout. Mais en fait, c'est une plateforme où tu as accès via un abonnement sur Canal+ série. Et tu peux regarder le film en sous-titres français. Je crois que c'est une première, peut-être. C'est très nouveau. C'est en complément de l'abonnement Canal+, hein, c'est ça? Je sais pas très bien, mais en gros, effectivement, tu as une option Canal+ série avec ton abonnement. Je sais pas trop comment ça marche, les abonnements Canal+. Bon, c'est disponible sur Canal+. Voilà. Et sinon, nous, on l'a regardé sur des plateformes un peu moins conventionnelles qui nécessitent pas d'abonnement. Voilà, On n'a pas payé, quoi, c'est ça? on n'a pas payé. Et donc, par contre, là, les sous-titres sont plus en anglais qu'en français. Bon, voilà. Mais ça se comprend tout à fait en anglais. Si vous regardez des films sous-titrés anglais, c'est pas très compliqué. Donc, le film est sorti en février 2024, l'année dernière, au cinéma coréen. Et il a été très bien accueilli par le public coréen, pardon. Plus de 90 millions d'euros Au box-office? au box-office. Ouais. Ah, quand même. Quand même, ouais. Donc, c'est un film qui a bien marché. Et j'ai vu aussi donc, sur Rotten Tomatoes, je sais pas si tu connais Rotten Tomatoes. Ouais, tout à fait, ouais. Ils ont eu 95% de tomates. Je sais pas si c'est... Il me semble que c'est bien. Mais... C'est très bien. Non, c'est très bien sur Rotten Tomatoes. Donc voilà, donc c'est un film qui a été très bien accueilli. Mais pourtant, à l'international, on n'en parle pas tant que ça. Bah, après, moi, je me dis, si ça arrivait sur des plateformes comme Insomnia en France, je pense qu'ils ont vu le potentiel et que du coup, ils l'accueillent quand même, quoi. Ouais, non, mais moi je te dis, j'en avais entendu parler via des youtubeurs, tu vois, qui l'avaient mentionné dans les tops de fin d'année, tu vois, comme ils font les top 10, top 20. Ouais. Et il était pas mal ressorti avant qu'on ne le voit. Mais c'est vrai que sinon, il a pas eu de. Enfin, aujourd'hui, c'est bête, on parlait de Netflix, mais si tu veux qu'un film ait une portée importante, il faut le mettre sur Netflix ou sur Prime, l'un ou l'autre. Ouais. Bon, ça va peut-être arriver, je sais pas, dans l'année ou l'année prochaine. Ouais, sûrement. Bon, là, pour la suite, je vais proposer un résumé en 2 parties. Parce qu'en fait, le film il est très long, j'ai pas précisé, mais il dure 2 heures. Il dure 2 heures, donc je vais faire un premier résumé sans spoil, à la suite de laquelle on va donner notre impression en un mot coréen avec Kevin. Et puis il y aura une deuxième partie avec le dénouement, donc avec le spoil, à la suite de laquelle on donnera notre ressenti global. Voilà. Ça me convient. C'est parti pour la version no spoil alors. Allez, let's go. L'histoire commence à Los Angeles. La famille Park, américano-coréenne, fait face à un mystère. Leur nouveau-né souffre d'une maladie inexplicable. Après des consultations infructueuses, ils se tournent vers les sciences occultes. Ji-young, le père, fait appel à une chamane renommée Hwarim et son assistant Bong-il. Hwarim perçoit une maladie ancestrale pesant sur la famille. Un ancêtre délaissé depuis 100 ans réclame justice. Pour lever la malédiction, il faut exhumer le corps en Corée du Sud. Donc je rappelle qu'ils vivent comme... C'est une famille qui vit aux États-Unis, donc il faut rentrer en Corée du Sud pour exhumer le corps. Sur place, le duo sollicite le géant ancien Sandok
expert en feng shui, et le croque-mort Yongun. Ensemble avec Ji-Eun, ils se rendent donc sur la tombe familiale, située dans une région montagneuse très proche de la frontière nord-coréenne. Qui donne littéralement sur la Corée du Nord. Ouais, clairement. Dès leur arrivée, Sandok refuse d'intervenir. Une tombe isolée sans nom, avec des coordonnées gravées et des renards qui rôdent. Selon lui, l'endroit est maudit. Et en feng shui, en plus, tombe et renard, c'est vraiment font mauvais augure, quoi. Mauvais plan. Mauvais plan. En fait, lui, il se dit, mais c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de nom. Et en fait, il se dit, je pense, il l'a pas dit, hein, mais à cet instant, il aurait pu dire, même mon pire ennemi, je ne l'enterre pas ici, quoi. C'est ça. Finalement, malgré ses réticences, il cède sous l'insistance de Hwarim et la menace pesant aussi sur l'enfant finalement. Et c'est là que je trouve qu'on a un beau rendu de la culture du chamanisme, parce que il passe à l'exhumation, et pour exhumer le corps, il y a un rite, il y a tout un rite dont la chamane fait preuve, et elle danse et elle chante avec des sabres accompagnés de percussions. Et en fait, ce moment m'a un peu fait penser au rite vaudou. Graphiquement, c'est assez surprenant. Enfin, au rite vaudou, je m'y connais pas plus que ça, mais je sais que, durant ce moment-là, tu vois, tout ce qui est, je sais pas moi, ils étaient habillés en blanc. Les offrandes, peut-être. Les offrandes. Puis graphiquement, en fait, c'est très... ça fait un peu peur, quoi. Enfin, il y a du sang un peu partout. T'as la musique, t'as le visuel avec le sang. Ouais, forcément, c'est... Bah, moi, je le dis, un spoiler, hein, c'est ma scène préférée. Hein. Ah oui, bah, elle est vraiment pas mal, cette scène. Effectivement. Et je rappelle aussi que c'est interdit aux moins de 12 ans. Oui. Voilà, en France, ils ont dit que c'est interdit aux moins de 12 ans. Donc, pour continuer, durant l'exhumation, donc il y a cette danse, ces chants, etc. Et chaque coup de pelle, finalement, résonne, rythmé par les tambours et les sacrifices symboliques d'animaux. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque coup de pelle que les creuseurs, on va les appeler comme ça, faisaient, Hwarim, elle faisait un coup de sabre sur les cochons. Ouais, elle tailladait les porcs. C'est ça. Et en fait, finalement... Ils sont morts, hein, d'ailleurs. Qui étaient morts. Bon, je tiens aussi à préciser qu'aucun animal n'a souffert durant ce film. Bon, on dit ça, on n'en sait rien, mais bon. Non, et aucun animal n'a souffert. C'était des faux porcs. Ah, d'accord. Donc, en fait, le rituel dit rituel de retrait, c'est une espèce de transfert de malchance. Pourquoi elle faisait ça? C'était pour que chaque cochon... chaque cochon représentait un creuseur. Et à chaque fois qu'elle donnait un coup sur les cochons, pendant que les creuseurs donnaient un coup de pelle, en fait, les cochons absorbaient les mauvaises énergies à leur place. Ouais, pour éviter que les creuseurs, comme tu dis, soient... frappés d'une malédiction quelconque, voilà, du fait de... ce qu'on veut, ouais. Donc, tout est fait pour permettre, en tout cas, le transfert de la dépouille de manière sereine. Mais bon, on est dans le film... Rien ne se passe comme prévu. Et la dépouille est transportée à la morgue en attendant donc la crémation, parce qu'ils ont décidé de brûler tout le truc. On brûle pour arrêter la malédiction. Mais un employé de l'hôpital a décidé d'ouvrir le cercueil. Il s'est dit, bon, c'est un beau cercueil, je vais ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Donc, malencontreusement, il libère l'esprit furieux de l'ancêtre Pâques. Je l'ai appelé Papy Furieux. Parce que... Donc lui, il sort et il dit... En fait, parce que lui, ce qu'il veut faire, c'est se venger, tu vois. Et direct, il va chez les parents de Dion et il meurt brutalement. Aux États-Unis, donc. Aux États-Unis. Et il a traversé quand même un bon bout, Papy Furieux. Oui. Et ensuite, il y a Dion, le père donc, du nourrisson, qui est possédé et tué sous les yeux de Sandok, le géomancien. C'est un peu... c'est lourd. Moi, je trouve que c'est un peu... Enfin, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui meurt devant moi, il est possédé. Waouh, quoi. Ouais, la scène, en plus, est assez brutale, on va dire. Et à ce moment-là du film, en fait, on comprend toujours pas. Bon, on a compris que c'était un esprit, on voit que c'est l'ancêtre, Papy Furieux. Mais ça commence à prendre. Oui. Mais c'est vrai qu'on sait pas trop ce qui se passe. On se dit, bon, c'est un esprit, mais il y a des choses bizarres qui se passent. Exactement. Donc là, l'ancêtre, toujours assoiffé de vengeance, se dirige vers l'hôpital où repose le nourrisson. Mais de quoi veut-il se venger? Hwarim comprend que l'esprit ne voulait qu'une chose, être honoré.
Et là, en fait, on entre dans le moment du film où l'ultime combat s'engage. Il y a un dernier rituel pour le retenir. Et une autre question demeure. Est-ce qu'ils vont réussir à apaiser l'ancêtre avant qu'il ne détruise toute la lignée des Park? Tadadadam. Ça, tu nous expliqueras de toute façon après pourquoi apaiser l'ancêtre. Ah oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, On n'en sait rien. on n'en sait rien de ce qui se passe. Et pourquoi il veut se venger. 괜찮아. 괜찮아요. Alors, sur cette première partie, on va faire un exercice que je fais aussi avec les filles, c'est mettre un mot, un ressenti sur ce film jusque-là. Et bon, tu parles pas coréen, tu fais Non. pas de cours avec nous, mais tu vas nous dire le mot que tu as choisi et moi je vais le dire en coréen. Oui, alors j'ai eu le temps d'y réfléchir et pour moi, pour cette première partie, c'est mystérieux. 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 Donc en coréen, c'est 신부럽다. Shimburopta. 신부럽다. Shimburopta. C'est ça. Mystérieux. Et pourquoi mystérieux? Bah, comme je te disais juste avant, en fait, on sait pas trop ce qui se passe à ce moment-là. Alors oui, l'esprit, bon, on comprend ce que c'est. Bon, c'est un fantôme, concrètement. Mais il y a encore du mystère. T'en as pas parlé, bon, pour que le résumé aille plus vite, mais il y a eu cette histoire du serpent avec la tête de la fille. Ah oui. Il y a quelques détails comme ça où on se dit que c'est pas qu'une simple histoire de fantôme. Parce qu'en soi, on comprend très vite qu'en fait, le fantôme, il tue les membres de sa famille parce qu'il est énervé, il a faim, et ça, tu développes là ce truc de le fantôme a faim. Oui. Mais on sent que l'histoire, elle est pas finie. On est quoi, peut-être, on n'a même pas fait 1 heure de film. Oui, effectivement, 45 minutes, un truc On comme est ça. vraiment encore au tout début du film. Donc il y a encore plein de mystères autour de tout ça. C'est vrai. Et voilà, ça, on en parlera par la suite. D'accord. Bah, moi, j'ai choisi le... Et toi? Merci de me poser la question. Moi, j'ai choisi le terme passionnant. Parce que je trouve Ok. que en fait, c'est pareil, tu en as parlé tout à l'heure, la scène de la chamane en train de danser, Oui. j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, on a ce regard sur les sciences occultes en Corée, entre le chamanisme et aussi la perspective sur le feng shui avec le géomancien. Et je trouve ça vraiment passionnant, en fait. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Donc, passionné qui se dit en coréen. Donc, désolé pour ma prononciation. Mais, 흥민 진진하다. 흥민 진진하다. 흥민 진진하다. Voilà. Bah, je propose de passer à la suite. C'est parti. Allez, go. Donc, place au résumé de la dernière partie, All Spoil In, avec l'explication de la fin. Allez, go. C'est parti. Donc, Papy Park, alias Papy Flingueur, Papy en colère, Papy furieux. Ghost and Furious. Pardon. Alors, très très en colère, son esprit piégé dans un tombeau à l'énergie désastreuse, on en a parlé, l'endroit où il est enterré, c'était n'importe quoi. En termes de feng shui. C'est ça, en termes de feng shui, etc. Donc lui, il a souffert, on va dire, en silence pendant 1 siècle, donc 100 ans. Et sa famille, pendant 100 ans, n'a pas daigné lui faire de rituel, d'hommage. Genre pour à Toussaint, on pensait même pas à lui, par exemple. Enfin, des exemples tout cons comme ça. Et donc il s'est senti délaissé. Donc Papy était furieux. Il était oublié, en fait. Il se sentait vraiment oublié. Par sa famille, tu peux peut-être le développer. Pourquoi Parce qu'en fait, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de rituel en son honneur. D'offrande. Enfin, voilà. Je développerai un peu plus tard dans la partie culture cette partie-là. Ok. Mais voilà, là, il était furieux parce que les honneurs qui lui étaient dus n'ont pas été respectés, quoi. Et ce, pendant 100 ans. Donc il a décidé de se venger en s'attaquant à sa propre descendance et toute sa descendance. Vraiment, et pour lui, il ne doit en rester aucun. Dont le bébé à la fin. Dont le bébé aussi, tu vois. Justement, en parlant du bébé, donc il est en direction de l'hôpital, il va s'attaquer au bébé. Mais le groupe obtient in extremis l'autorisation d'incinérer la dépouille du vieil homme pour que ça en finisse.
Donc le cercueil est incinéré, le nourrisson est sauvé. Ouais, À la dernière minute. Yes. Et là, tu te dis, c'est la fin de l'histoire. Pourquoi tu dis que ça dure 2 heures? Eh ben, c'est pas la fin de l'histoire. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout. Donc là, je fais un petit retour dans l'histoire parce que au moment de creuser, il y avait un des hommes là, il a trouvé un espèce de serpent avec la tête d'un homme, d'un humain en tout cas. Ouais, je sais pas si c'était une femme. Ouais, bon voilà, ça avait la tête d'un humain en tout cas. Un serpent avec la tête d'un humain. Bon, il a pris peur et il a tué ce serpent Il lui a mis un coup de pelle. Voilà, on ne parle plus. Sauf que depuis, apparemment, il n'arrête pas d'avoir des visions. Il est dérangé. Enfin voilà, tu sens qu'il n'est pas bien et on le voit même dans le film. Il pleure du sang, etc. C'est vraiment très fort visuellement. Et donc, Sandok, le géomancien, et les 3 autres de l'équipe initiale retournent sur le lieu de l'exhumation pour trouver le fin mot de cette histoire. Et ils font une découverte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Un second cercueil, tiens donc. Un second cercueil qui était caché sous celui de Papy Furieux. Et là Et là, qu'est-ce qu'il décide de faire? De récupérer le cercueil. Non mais... En plus, c'est un gros cercueil, il fait peut-être 2-3 mètres, 3-4 mètres même. Je crois que c'est 3-4 mètres, ouais, il est immense, il décide quand même, il est en plus enterré à la verticale. À la verticale, ouais, c'est ça, et il me semblait que c'était scellé comme si on avait enfermé quelqu'un à l'intérieur, et pas le contraire. Enfin, c'est-à-dire que c'est ça. C'était pas comme si... C'est comme si on t'enfermait dans un truc. Un peu ce qu'ils faisaient au Moyen-Âge avec les vampires, les supposés vampires. Ah oui. Où ils faisaient en sorte que le mort ne ressorte pas, quoi. C'est ça. Et donc, eux, ils décident, je sais pas, par curiosité, par folie, j'en sais rien, d'extraire ce cercueil et de l'emmener dans le temple le plus proche, le temple Bogu. Mais genre, je me suis dit, mais la première fois, l'avoir fait une première fois, c'était pas suffisant, en fait. Je sais pas ce qu'il aura pris. Non, mais sérieux. Donc... Forcément, c'est une grave erreur fatale même. Parce que bon, ce qu'ils viennent de libérer n'est d'autre qu'un anima. Et en fait, ils expliquent qu'un anima, c'est un démon... là, pour le coup, là, ce qu'ils ont sorti, c'est un démon samouraï japonais qui était enfermé là depuis des décennies. Donc cet anima, il sort, il massacre le moine et un employé du temple. Bongil, l'assistant chaman, se fait posséder par un autre fantôme japonais qui était de connivence, on va dire, avec cet anima-là. Et c'est là que l'horreur commence, en fait. On se dit, mais pourquoi ce démon était là? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, en fait, il faut remonter un peu plus dans le passé de ce fameux Papy Furieux pour expliquer ce qui se passe. Et donc, en fait, on apprend dans le film que Papy Furieux n'était pas un simple ancêtre comme ça, c'était un collaborateur durant l'occupation japonaise, donc les années 1910, entre 1910 et 1945. Donc il y avait un moine du nom de Kisune qui l'avait enterré là en tant qu'officier de l'armée japonaise. Et pourquoi, vous me direz? Pourquoi est-ce qu'il l'a enterré là? En fait, c'était pour empêcher la Corée de se relever. C'était assez imagé, hein. Et aussi pour séparer, on va dire, la Corée en deux. Enfin, c'était une des raisons, les Coréens pensent que c'est une des raisons qui a séparé la Corée en deux. Ouais. Le fait d'avoir enterré des animaux, enfin des trucs comme ça, des pieux. Parce qu'en fait, l'anima, il représente un pieu en métal. Et en fait, ils estiment que c'est ce genre de choses qui ont séparé la Corée en deux. On peut peut-être parler de justement pourquoi là exactement. Là, au niveau de l'épine dorsale, on va dire de ce qu'ils appellent l'épine dorsale de la Corée. Alors, à savoir que dans l'imagerie collective, la Corée, donc la Corée du Nord et du Sud, hein, toute la Corée fait un tigre. Oui. Ça forme un tigre. Et en fait, là, on est au niveau de l'épine dorsale et il y en a plusieurs des points comme ça un peu partout en Corée. Et donc là, on est vraiment en plus à la frontière au nord-coréen. Donc effectivement, symboliquement, c'est très très fort. Et donc effectivement, les Japonais, dans le film, ce qu'on comprend, comme tu dis, c'est qu'ils voulaient pas que la Corée se relève suite... comment dire, à leur départ, quoi. Suite au départ des Japonais après la guerre, hein, concrètement. Et donc, c'est vrai, et en fait, sur ce site précis, le Gisne avait remplacé donc le pieu dont je parlais tout à l'heure, un pieu en métal, c'est censé être un pieu en métal, et il l'a remplacé par un samouraï. Et en fait, ils ont introduit le katana du samouraï, et ce qui a créé en fait l'anima. Parce qu'en fait, il ne fait qu'un avec l'objet
qui est en lui. Et ça crée donc ce démon géant. Donc, Oui, c'est voilà. important de le mentionner parce qu'effectivement, il est immense. Il est immense, voilà. Et donc le cercueil, comme tu as dit tout à l'heure, a été planté verticalement, justement avec cette image de pieu planté au sol, quoi. C'est ça. Donc Papy Park était enterré au-dessus de cet animal-là, De l'anima. juste pour cacher, en fait, on va dire, son existence. Et en fait, il était qu'un pion dans cette histoire, en réalité. Mais un pion qui était collabo. Enfin, voilà. Donc, Sandok, là, il est face à l'anima. On est vers la fin du film, pardon. Il comprend que l'anima peut être anéanti en sachant tout ce que je viens d'expliquer, en brisant son équilibre élémentaire. Donc, l'anima, en fait, il est donc fait de métal et de feu, finalement. Et en fait, en feng shui, t'as métal-feu qui peut être opposé au bois et à l'eau. Oui, c'est les opposés qui peuvent se détruire. Exactement. Et donc, en fait, le démon, il était fait de feu, on le voit tourner dans le ciel en boule de feu, etc. Et après, quand il atterrit au sol, ça devient juste un gros truc métallique, quoi. Et pour le vaincre, donc, Sandok, le géant ancien, il prend un truc en bois, c'était une espèce de manche en bois, et il mouille avec son sang. Donc ça représente en fait l'eau. Voilà. Donc il mouille le bois. En trempant donc sa pioche sacrée dans son propre sang, il crée une arme capable d'anéantir l'anima. Le métal brûlant vs le bois humide, quoi, en gros. Donc dans un dernier combat effroyable, il frappe, le démon hurle, le katana explose. Je vous dis pas l'image. Et avec lui, le dernier vestige des colonisateurs japonais disparaît. C'est pas beau, ça? Si, c'est beau. C'est magique. Donc là, la famille Park voulait cacher son passé, mais bon, comme on dit ici, le mensonge prend l'ascenseur pendant que la vérité prend l'escalier. C'est beau, ça. C'est cadeau. Donc le film se termine par le retour à Los Angeles. La famille Park semble enfin libérée de la malédiction. Bon, parce qu'il en reste. Parce qu'il en reste. Effectivement. Et bon, ceci dit, l'enfant retrouve sa santé et il peut vivre maintenant. Et le géant ancien marie sa fille et invite le reste du quatuor pour la photo de famille, alors que c'est pas vraiment des gens de la famille. Hein. Mais en même temps, je me dis, après une aventure comme ça, est-ce qu'on n'est pas quand même une famille? Ils ont vaincu un anima, le mec il vient, il revient d'une décennie avant. Enfin, c'est... Si, bah concrètement, je pense qu'en fait, il y a des liens qui sont créés pendant le film, et je pense que cette scène à la fin, c'est pour nous montrer que oui, ils deviennent un peu une famille. Concrètement. Et donc, voilà, quoi. Donc, c'était une histoire assez captivante, une histoire de malédiction ancestrale, de bataille surnaturelle, et tout ce qu'on peut faire, justement, pour protéger sa famille, tu vois. Enfin, Ji-Yoon qui pensait guérir son fils avec la médecine générale, moderne, et finalement il dit mais il y a un truc qui va pas avec mon enfant, quoi. Je me retourne vers les sciences occultes pour sauver ma famille. Au-delà des sciences occultes, on en parlera après, mais il retourne un peu à ses racines, c'est-à-dire on voit que c'est une famille riche, hein, la famille Park aux États-Unis, ils ont bien réussi, c'est des migrants qui ont bien réussi, mais ils se retrouvent effectivement piégés et la médecine moderne n'arrive pas à trouver de solution à ce problème. Tout à fait. Donc en fait, il revient à ses racines. Et donc, Exuma mélange un peu magistralement, je trouve, l'horreur et l'intrigue historique, parce que les Japonais sont arrivés, franchement, à aucun moment je m'attendais à ce qu'on parle de japonais dans ce film. C'est ça, d'anima japonais. Mais oui, et du coup, je trouve qu'ils ont bien mélangé l'histoire avec des faits historiques. Enfin, tout est imagé, hein, tout est romancé. Enfin, romancé, non, mais c'est pour les biens du film, de l'histoire. Mais il y a un fond de vérité qui est donc l'occupation japonaise. C'est ça, en fait. Il y a tout un fond historique qui est dans l'histoire et qui est hyper bien amené. Et on a envie d'y croire, quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est un film, je trouve, incontournable pour les amateurs de sensations fortes et les passionnés d'histoire, en tout cas. Mais attention, après ce film, vous pourriez y réfléchir à 2 fois avant de déranger un mort. Alors, je propose qu'on enchaîne sur la suite du programme. Je pensais faire un tier list pour
expliquer un peu ce qu'on a pensé du film et pour classer le film. Voilà. Tu connais le principe d'une tier list? Oui, oui, c'est quand bon, pour résumer, tu as plusieurs catégories entre excellent et très mauvais. Hmm, Et en fait, bah, tu places ton curseur, donc le film, là où tu veux le mettre, quoi, concrètement. exactement. Et du coup, moi, dans ma catégorie de tier list, donc S, c'est excellent. C'est ça. Et après, tu as A, B, C, D, E. A, voilà, c'est la suite de A, donc c'est de S, pardon, donc c'est aussi excellent. C'est très bien. Et jusqu'à E, qui est vraiment, c'est un C'est navet, le voilà. fond du fond. Exactement. Donc moi, je me suis amusée un peu à donner des noms à ces catégories. Donc S pour nous, aujourd'hui, ce sera un T5. T5, c'est les Oscars, en fait, la version Oscar. D'accord, l'équivalent. L'équivalent Oscar, mais pour les Coréens. Donc si t'as pas vu, franchement, t'as raté ta vie. T'as le A, qui est pour moi plus addictif que le soju un vendredi soir. Ce qui est déjà pas mal. Ensuite, t'as le B. Pour moi, B, c'est barbecue coréen. Tout le monde est invité à le voir, voilà. Enfin, tranquille. Ça reste toujours positif. Voilà, exactement. C, ça se regarde un dimanche soir tranquillou, c'est feel good. Et D, ça commence à pas un navet, mais... Mais un peu quand même. Et puis en dernier, bah, j'aurais dû éteindre la télé et aller me coucher, quoi. Ah, c'est nul. Nul, nul, nul. Nul. Bon alors, tu classes où, Exuma? Ben écoute, j'hésite entre le S tier, donc l'équivalent de l'Oscar, et un petit peu en dessous. Est-ce que c'est un super film? Ouais. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Il y a peut-être 2-3 trucs qu'on pourrait trouver à redire. Mhm. Mais franchement, entre les deux. Hein. Entre les deux. T'arrives pas à statuer? Non. Allez, moi, j'ai statué sur le plus addictif que se joue un vendredi soir. Parce que je trouvais ça très bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, mélange d'histoire, de la vue sur l'occulte à la coréenne. Je trouvais ça super. Bon, après, c'est 2 heures. Mais franchement, je trouve que l'histoire est prenante. Et à aucun moment, en fait, Tu t'ennuies pas dans je ce film. m'ennuie, en fait, Ouais, exactement. il te tient en haleine tout le long et c'est ça qui est bien. Tout à fait. Donc on va dire que tu l'as mis comme moi, voilà, t'as pas le choix. Voilà, donc C'est ton podcast, tu fais ce que tu veux. plus addictif qu'un soju le vendredi soir, voilà. Est-ce que t'as envie de revenir sur un sujet en particulier sur la série j'arrête pas de dire série, mais c'est pas possible. Sur le film. Je pense qu'on peut embrayer sur le point culture. Peut-être que là, je pense que t'avais pas mal de choses à dire justement dessus. Ouais, effectivement, j'ai fait un peu de recherche du coup pour le podcast sur le point culture, parce qu'en fait, à la fin du premier visionnage, parce que du coup, alors moi je l'ai vu 2 fois, toi 3, j'ai eu plein de questions qui restaient en suspens. Pas forcément par rapport à l'intrigue, mais en fait, le film, je pense volontairement, alors peut-être aussi parce qu'on est étranger, on n'a peut-être pas tous les codes de la culture coréenne à ce niveau-là, Tout à fait. mais j'avais envie de creuser un peu parce que l'histoire du tigre qui représente la Corée et le pieu qui du coup symbolise l'oppression japonaise. Ouais. Tout ça, c'est des points qui m'ont donné envie de chercher. Je vais commencer à parler du chamanisme. Voilà. Du coup, parti pour le point Allez, culture. point culture. Le chamanisme en Corée, alors c'est un système déjà de croyance envers le monde des esprits. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde, beaucoup en Asie. Ça proviendrait de Sibérie et c'est le système de croyance le plus ancien du pays. Donc bien avant l'arrivée du bouddhisme, de la chrétienté, du confucianisme, Ok. et qui a beaucoup été réprimé par les différents régimes, dont les Japonais, et ça on y reviendra, qui a ensuite été réhabilité après la guerre de Corée, donc dans les années 50. Dans les années 70, ça a arrêté d'être un ensemble de superstitions. Ça a connu un renouveau auprès de la jeunesse. On peut faire un petit peu le parallèle en fait avec les années 60-70 aux États-Unis, où les hippies avaient des croyances. Voilà. Il y a eu un peu ce mouvement-là en Corée du coup avec le chamanisme. Et du coup, il y a eu cet effet un petit peu New Age. Et aujourd'hui, on estime que 16% de la population pratiquerait le chamanisme en Corée. C'est fou qu'il y ait des stats aussi dessus. Je trouve ça dingue. Ouais, non, mais c'est quelque chose qui est très documenté. Et par exemple, tu vois, aujourd'hui en Corée, il y a 50 000 mudangs en Corée, donc 50 000 chamans, ce qui est assez énorme. Je ne sais plus la population de la Corée, mais si on faisait un parallèle entre le nombre de prêtres en France et la population,
Je pense qu'on n'est pas très très loin. Mm. Petit point d'actualité, là récemment, le président coréen a été destitué de ses fonctions. Oui. Et lui aussi, en fait, comme la première ministre en 2016, était influencé, ou oui, on peut dire ça, ils étaient influencés Très fortement. par un chaman. Mm. Et du coup, bah, même si c'est une croyance qui est très répandue, le fait que le chef d'État soit quand même influencé par un chaman qui est extérieur à la politique, Mm. ça a créé quand même un scandale. Oui, bah, ça la fout mal. Ça la fout mal concrètement. Mhm. C'est une pratique aussi qui est majoritairement associée aux femmes. Mm. Parce qu'à savoir que dans la culture coréenne, les esprits sont majoritairement féminins, Mm. dont la montagne. Ah, comme on voit dans le film, elle essaie de jouer l'esprit de la montagne. C'est ça, il y a une scène, de l'arbre, on je n'en sais a plus pas quoi. parlé pendant le résumé, mais effectivement, la chamane se fait passer pour l'esprit de la montagne pour duper l'anima. Oui, c'est ça. Et du coup, effectivement, voilà, elle arrive à le faire. Mm. Super scène, ça d'ailleurs aussi. Effectivement. Mais du coup, oui, tous ces esprits sont Féminin. majoritairement féminins. Ok, très bien. Après, je voulais parler aussi de la Corée pendant la colonisation japonaise. Parce que bah, c'est un point important qui est pas évoqué, parce que je pense que pour les Coréens, c'est évident. Mais pour nous, étrangers, c'est important peut-être de le rappeler. Tu l'as dit, de 1910 à 1945, la Corée a été occupée par les Japonais. Avant ça, c'était un protectorat du Japon. Donc au niveau militaire, économique, voilà, il y avait déjà cette influence japonaise. Mais en 1910, il y a eu un traité d'annexion pour la Corée. Donc en fait, ils ont été contraints très concrètement. Ils n'ont pas eu trop leur mot à dire, on va dire, les Coréens. Et il y a eu un gros développement économique à ce moment-là, avec une monnaie unique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ok. La population elle est passée de 10 millions en 1906 à 25 millions en 1944. Donc tu as un développement démographique qui est énorme. Ouais. En très peu de temps, quoi, finalement aussi. En très très peu de temps, en quelques décennies. C'est une population qui servira beaucoup de main-d'œuvre en Corée ou au Japon d'ailleurs. Il y a beaucoup de Coréens qui ont été déportés au Japon pour travailler, que ce soit pendant la guerre dans les usines ou dans l'agriculture ou l'effort de guerre de manière générale. Les Japonais ont beaucoup promu la culture japonaise en Corée, Ouais, bah oui. au détriment d'ailleurs du coréen et de la langue coréenne. Un exemple de ça, c'est en 1941, l'arrêt de l'apprentissage de la langue dans le pays. De la langue coréenne dans le pays. Dans le pays. Terrible. Tu vois, il y a une volonté colonisatrice, vraiment du Japon, qui veut même détruire la langue tout à fait. du pays. Mais c'est en ça que tu vois la lourde histoire qu'ils partagent, le Japon et la Corée, et qu'ils ont essayé de transcrire aussi dans le film, je pense, avec cet anima qui vient du Japon. Oui, nous, on pourrait faire ce parallèle en France, tu vois, avec les Allemands, parce que deux guerres mondiales, ça laisse des traces, même si aujourd'hui, on n'a plus... Les jeunes Français n'ont plus aucune rancœur envers les Japonais, envers les Allemands. Mais moi, je sais que quand j'étais enfant, mes grands-parents, eux, étaient assez matures et avaient pardonné les Allemands, mais me disaient que c'était pas le cas de tout le monde. Leur génération, en tout cas, qui ont vécu la guerre, il y a eu énormément de rancœur envers l'envahisseur. Et donc, c'est un petit peu pareil en Corée. Et très souvent sur Internet, tu vois, par exemple, dans les vidéos un petit peu virales, quel est le peuple le plus détesté d'Asie ? Tu demandes à des Asiatiques. En général, les Japonais sont au premier niveau. Du doigt. Ouais, ils sont pointés du doigt, peut-être un peu avec la Chine aussi. Mais voilà, c'est très souvent, c'est le Japonais, l'envahisseur, parce qu'il y avait ces histoires. Et forcément, il y a eu des rébellions, donc avec des massacres, certains notables en Corée. Et ça a duré de 1910 à 1945, notamment des guérillas. À l'époque où la Corée était encore unie, les guérilleros se réfugiaient en fait en Chine, la Chine qui n'était pas encore communiste à cette époque-là, et qui faisait des attaques surprises en fait, ensuite en se réfugiant en Mandchourie, donc la partie au nord de la Corée du Nord actuelle, dont faisait partie un certain Kim Il-sung, très connu je pense en Corée, qui faisait partie du Parti communiste à ce moment-là, et qui était en fait en opposition avec du coup les Japonais. Voilà, tout ça pour dire que du coup, effectivement, il y a eu énormément de déportations, de massacres. On peut parler des camps de concentration et d'extermination des Japonais pendant la guerre. On n'en parle pas beaucoup en Europe, mais en fait, à l'image un petit peu des Allemands, il y a eu la même chose par les Japonais, Asie, avec des expériences scientifiques. Là, je vous invite à faire des recherches parce que c'est hyper intéressant.
de voir un petit peu justement ce parallèle entre ces deux régimes. Et donc voilà, la Corée a gagné son indépendance à la fin de la guerre. Ouais. Ça suite à la conférence du Caire, qui a réuni les présidents Roosevelt, Chiang Kai-shek, qui était le président de Chine, et Winston Churchill. En fait, cette conférence du Caire, elle a permis le démantèlement de l'empire colonial japonais et l'indépendance de la Corée. Voilà, c'était un petit peu avant la fin de la guerre, ils ont décidé de comment ça allait se passer. Ils voyaient que la victoire approchait, et ils se sont dit on va préparer en fait le démantèlement de l'empire japonais, qui s'étendait d'ailleurs jusqu'aux Philippines à ce moment-là. La vache. Donc voilà, tout ça pour c'était le petit point culture historique en fait pour montrer un petit peu l'abus qu'ont subi les Coréens. Et donc forcément quand on parle aussi du grand-père Papy Furieux qui était un collabo, c'est lourd de sens. C'est lourd de sens. Au début du film, on sent que la famille, alors soit ils savent pas, soit ils veulent pas le dire. Mais une des tantes qui apparaît de nombreuses fois dans le film qui savait. Ouais, elle savait clairement. Elle savait clairement, voilà, c'est un secret de polichinelle, entre guillemets. Tout le monde savait un petit peu que voilà, c'était un collabo, et c'est pour ça qu'il a été enterré de cette façon sur cette montagne, sans respecter les règles du Feng Shui au final. Et aussi sans faire de cérémonie à son encontre, en faisant comme s'il n'avait jamais existé finalement. C'est ça, en le nourrissant pas via les offrandes qui Exactement. sont nécessaires aux défunts. Merci beaucoup Kevin pour je t'en ce point prie. culture très enrichissant. Et effectivement, tu parles donc de Jessa, de nourrir le dauphin, etc. Et en fait, c'est un rituel justement qui s'appelle donc le Jessa, comme je viens de le dire, qui permet à plusieurs moments de l'année de se reconnecter avec ses ancêtres et faire des offrandes et leur dire bon, on vous a pas oublié, on pense à vous, et puis on nourrit votre âme quelque part. Et en fait, ça on l'a remarqué à un moment dans le film, quand le Papy Furieux il va aux États-Unis, il dit à son fils ouvre-moi la fenêtre, il ouvre la fenêtre et il se rue derrière. Et il commence à manger, tu sais. Il mange sur la table. Là. En vrai, il mange pas réellement, c'est imagé. C'est imagé, oui. Voilà. Mais ça le nourrit. On dit que l'esprit est nourri de cette façon. Et en fait, le Papy Furieux, il a jamais eu ça. Et ce qui fait qu'il était très, très en colère. Imagine, durant 100 ans, t'es pas nourri. Et c'est pour ça qu'il avait très, très faim et qu'il était extrêmement fâché. Et je crois qu'il y a même un moment où on entend l'esprit dire j'ai faim. Oui, tout à fait. Exactement. Et donc, justement, qu'est-ce que c'est le rituel du Jessa ? Et bien, pour répondre à ça, j'ai contacté une de mes profs de l'école de coréen. Une experte. Et qui s'appelle Yena. Donc, je vous passe un peu la conversation qu'on a eue toutes les deux. Allô? 안녕하세요. 안녕하세요, Emma. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. 인터뷰에 주셔서 감사합니다. 제가 감사합니다. C'est avec grand plaisir. Alors, Yena Sep, c'est donc une professeure de coréen à l'école de coréen de Lille. Et donc, c'est par ce biais, en fait, donc, que je l'ai contactée dans le cadre du podcast. Yena Sep, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, si ça te va? Alors, moi, je m'appelle Yena, j'ai 34 ans. Je suis actuellement professeure à l'école coréenne de Lille et je suis aussi secrétaire générale de l'école coréenne de Lille. Donc, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans bientôt que je travaille dans l'association. L'école coréenne de Lille a à peu près 250 élèves et une dizaine de Coréennes. Donc, on a une très belle communauté coréenne. Je suis actuellement, personnellement, je suis en création d'entreprise. Donc, bientôt, j'aurai un restaurant coréen, type bistrot, qui présentera des plats coréens qui ne sont pas présents dans les autres restaurants coréens qui existent à Lille. Donc, stay tuned. Je ne peux pas en dire plus. Ça marche. En tout cas, on te souhaite bien le courage et le bonheur pour cette nouvelle aventure, Yena Sep. Merci beaucoup. 축하합니다.
감사합니다. Donc, avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire si tu as vu le film dont je parle aujourd'hui, le film Exuma, qui en coréen s'appelle Pamyo? Et qu'est-ce que Oui, tu en as pensé? J'ai bien regardé le pas mieux quand il est sorti. Bah, pas immédiatement après parce que j'étais en France. Hmm. Mais j'ai trouvé un moyen de le regarder en ligne, donc je l'ai regardé. J'étais ravie de pouvoir le regarder parce que j'adore tous les acteurs qui se présentent dans ce film. Et j'ai vraiment très, très adoré ce film. Même si j'aime pas trop le sujet ou l'ambiance du film de Ah, manière générale. bah, J'aime pourquoi pas trop les films d'horreur ou Ah, tout ce qui me fait peur, j'aime pas trop normalement. Mais mais comme ce film présente quand même une bonne partie de la culture coréenne hmm. et aussi d'histoire coréenne du coup, c'est quand même une très belle partie. Donc j'ai bien apprécié le film. Et justement, en parlant donc de la culture coréenne dans ce film, j'ai remarqué à un moment, à propos du grand-père Pak, qui s'échappe donc du cercueil ou du monde spirituel des morts, et qui à un moment va dans la maison de ses descendants, et il se goinfre de nourriture et d'eau pour se nourrir. Donc c'est assez symbolique. Mais Mhm. je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être en rapport avec une cérémonie qu'on pratique en Corée qui s'appelle le Jesa. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc sur cette cérémonie Yenasem? Donc, le Jesa, c'est un rituel ancestral coréen Hmm. qui est pratiqué pour justement honorer les esprits des ancêtres. Donc, le Jesa, c'est une tradition qui témoigne du respect envers des ancêtres Mhm. et qui maintient les liens familiaux, justement. Donc, aujourd'hui, son importance diminue, Hmm. mais elle reste quand même un élément clé de la culture coréenne. D'accord. Le Jesa est généralement organisé par le fils aîné de la famille. Hmm. C'est mon cas parce que mon père, il est le fils d'aîné de la famille. Mhm. Donc nous, on pratique encore le Jesa Oui. tous les ans. Mais c'est vrai que avant, dans le passé, on a pratiqué le Jesa, on faisait le Jesa pour tous les ancêtres dont on se souvient. Mais aujourd'hui, on le pratique uniquement pour mes grands-parents. Ok, ok. Et Voilà. du coup, merci Yenaseb. Est-ce que il y a une manière particulière de présenter et de préparer les aliments pour cette cérémonie? Par rapport aux éléments, ce qui est le plus important, c'est la table du Jesa. Ça Hmm. s'appelle Jesa-sang. Ok, Sang, c'est justement la table en coréen. Donc la table d'offrande est disposée selon les règles précises, mais dans la réalité, on respecte pas beaucoup trop. On d'accord. respecte pas beaucoup trop ces règles, mais traditionnellement, on doit avoir du riz Ok. et une soupe. Hmm. Et il faut présenter les viandes et des poissons, Ok. généralement du bœuf ou du poisson grillé. Hmm. Et il faut aussi avoir au moins 2, 3 types de jeûne. De Donc, jeûne? c'est des galettes coréennes de légumes, de poissons ou de viande. Ah, ok. D'accord. Et est-ce que ensuite ces aliments, vous les mangez également? Ou est-ce que vous les jetez finalement? En fait, ces aliments-là, on les prépare la veille Hmm. parce qu'on doit faire le GSA très tôt le matin, normalement. Et on attend que les ancêtres passent, justement, pour manger et pour profiter de cette table. Mhm. Et seulement après, on les mange. Donc, on ne jette pas ces nourritures. Ça Hmm. serait trop dommage Oui. qu'on les jette, alors qu'on prépare pendant des heures. Oui. Mais on les mange pas pendant que la cérémonie passe. On Ah, attend oui. juste un petit moment.
Après, quand on considère que les ancêtres, les esprits sont passés, c'est là où on mange. Ah, d'accord. Et donc finalement, c'est vraiment un moment où vous, comme on dit, on paye le respect aux ancêtres pour qu'ils puissent reposer en paix aussi finalement. Oui, c'est ça. D'accord. Du coup, justement, pour respecter les esprits et justement pour les laisser dans une ambiance, comment dire, dans une bonne ambiance, Mhm. on allume des bâtons d'encens D'accord. et on effectue aussi des règles un peu précises. Donc, Ok. on respecte l'ordre de placement des plats. Hmm. Parce qu'on considère aussi qu'il faut mettre le riz et la soupe devant leur photo Ah. et on met les jaunes et les autres choses dans une bonne manière parce qu'on considère que eux ils se souviennent De l'ordre euh, des repas? oui, de l'ordre de repas. Hmm. Voilà, justement. Et D'accord. puis on attend un moment après le rituel avant de consommer la nourriture. Et aussi avant de commencer ce rituel, on laisse la porte ouverte Oh. juste un peu. Hmm. Et ben, comme ça, on se dit que ouais, voilà, Il va maintenant on venir. commence, donc Hmm. l'esprit il peut venir. Oh, ok. Est-ce que, quelle est l'ambiance, je me demande un peu, lors de la cérémonie du Gessa? Est-ce que c'est très sérieux? Est-ce que c'est convivial? Bah, ça dépend de la famille, Hmm. mais chez moi en tout cas, bah, il fallait pas parler très fort, Ok. il fallait pas se comporter de manière irrespectueuse. Hmm. Bah, déjà, il fallait pas s'habiller avec les habits colorés, Ok. il fallait rester neutre. Ok. Et il fallait pas mélanger les emplacements des aliments. Donc moi, en étant petite, je savais pas où mettre, par exemple, le jaune de viande, les fruits. Mhm. Du coup, je mélangeais en pot sur la table et bah, j'étais grondée par ma maman tout de suite. Oui. Et puis il faut surtout pas consommer l'alcool Ah, ou faire aux ancêtres avant la fin du rituel. ok. D'accord. Ah, Donc mais il y a c'est, quelques règles à ouais. respecter. C'est très Donc codifié, quoi. voilà, Hmm. normalement on le fait dans une ambiance calme et respectueuse. Ok, d'accord. Super, merci Yéna Sepp. Et donc aujourd'hui, toi, dans ta famille, donc c'est ton père aujourd'hui qui le fait. Est-ce que tu as Mhm. un frère demain qui pourra reprendre, qui pourrait reprendre la cérémonie? Ou comment ça se passe du coup? Dans, dans ma famille, heureusement, il y a mon petit frère Ah, qui pourra reprendre ce rituel. mhm, Et moi, en étant une femme, ouais. traditionnellement, je pourrais pas reprendre ce rituel. Hmm, Donc, encore une fois, traditionnellement, parce oui. qu'aujourd'hui, en réalité, ben, même si je suis une femme, je pourrais reprendre ce rituel parce que ça Hmm, reste symbolique. mhm, Mais traditionnellement, bah, en étant une fille, je ne pouvais pas reprendre ce rituel, même si d'accord. je suis Hmm, une fille née. d'accord. Donc, dans ma famille, ça serait mon petit frère qui reprendra le rituel comme traditionnellement. Mhm, Mais aujourd'hui, je pense pas, dans la société coréenne, je pense pas que ça pose beaucoup de soucis ouais. qu'une fille reprenne ce rituel. D'accord. Ah, il y a juste une chose que je voulais préciser. Oui. Bah, c'est pas très important non plus, mais en fait, au vu aux Occidentaux, Oui. bah, les Français, les francophones, Oui. les Américains, Oui. quand vous voyez la table du GSA, Hmm, vous pensez du coup que c'est du GSA, mais en réalité, on ah, a deux types de rituels. d'accord. Donc le GSA est célébré à l'anniversaire de décès d'un ancestre. Mhm. Et il y a Tchare qui est fait pendant les grandes fêtes comme Solal et Chuseok. Ah, d'accord. En vrai, dans les grandes fêtes, il y a personne qui est mort. Bah, Hmm, ça peut arriver, mais en vrai, hmm, c'est pas un anniversaire de décès mhm, d'un ancestre. hmm, Mais pendant les grandes fêtes, du coup, c'est considéré comme si on les invite hmm. tous ensemble
et on fait une table pour eux pour qu'ils profitent aussi de ce moment-là. Oui. Donc pour qu'ils profitent eux aussi de la nouvelle année et des fêtes de Chuseok, etc. En fait, Oui, c'est ça. pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés. Oui, c'est ça. D'accord. Tout à l'heure, tu disais que aujourd'hui, ça se pratique moins, mais donc dans ta famille, vous le pratiquez quand même. Tu as d'autres amis qui Mhm. pratiquent aussi, dont tu sais qu'ils pratiquent ou pas forcément? Bah, il y a quand même beaucoup de familles qui ont renoncé ce rituel, qu'ils ont Hmm, abandonné, hmm, qui ont arrêté de le faire parce que justement, premièrement, peut-être ils n'ont pas d'un fils aîné. ouais. Donc voilà, ils ont arrêté. De deux, mais ils ne voient plus d'intérêt de le faire Hmm, parce que c'est vrai que bon, des ancêtres, bon, il y en a encore les esprits, mais physiquement, ils n'existent plus. mhm, Ça peut juste se considérer comme ça. ouais. Ou une autre raison, c'est parce qu'ils sont religieux. Hmm, Ils peuvent être catholiques ou ils peuvent être bouddhistes. hmm, Donc, s'ils sont religieux à une autre religion qui est en conflit à cette pratique. tradition comment on dit? De Confucianiste. confucianisme. Oui. Oui, du confucianisme. Moi Du aussi, j'ai du mal. confucianisme. Oui, oui. S'ils sont très religieux, bah, ils peuvent aussi refuser de pratiquer ce rituel. Hmm. Ah, ok. C'est vraiment chacun à leur choix. Oui. Voilà. Comme tu sais aussi, en Corée du Sud, on n'a pas de religion officielle du Hmm. pays. Chacun choisit quoi faire. Ouais. Chez moi, mes parents sont catholiques. Hmm. Ils sont pratiquants, ils sont croyants, mais on pratique quand même ce rituel Ouais. ancestral Vous parce avez que gardé. c'est traditionnel. Ah, Voilà. d'accord. 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. Merci beaucoup Yenasep de nous avoir éclairé sur le sujet. Alors, c'est vrai que je t'ai posé ces questions sur le GSA, mais c'est pas anodin parce que je sais aussi que tu as une page Instagram, Yenasep, sur la cuisine coréenne. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Alors, j'ai mon compte Instagram que j'anime depuis à peu près 4 ans. Mhm. J'avais commencé ce compte Instagram comme un peu comme tout le monde quand il y avait Covid, quand on ne pouvait pas sortir. Ouais, J'avais commencé à cuisiner et dresser les plats ouais. et je me suis dit bah, pourquoi pas prendre les photos et présenter sur Instagram. Oh. C'était mon hobby et qui devient de plus en plus quelque chose de professionnel. Ouais. Donc, je partage des plats coréens et je partage surtout des recettes coréennes. Mhm. Et puis, je partagerai prochainement mon aventure Oui. entrepreneuriat et aussi des menus, ce qu'on fait dans notre restaurant coréen, du coup. Oh. Ah, ce sera super. J'ai hâte d'y être en tout cas. Est-ce que tu peux rappeler le nom de ta page? Ah, le nom de mon compte Mhm. Instagram, c'est yenane.lil. Yena Ne. Donc, yenane Donc, en coréen, yenane en français, c'est chez Yena. mhm. Donc dans la maison de Yena. Donc, oui, c'est chez moi. Voilà. Hmm, quel joli nom. Donc, YENANE ok. avec l'accent. Oui. Mais bon, dans le compte Instagram, il n'y a pas d'accent. Ouais. Point Et Lille. point Lille. 알겠습니다. 감사합니다. Merci beaucoup, Emma. Mais merci à toi, Yenase. Et donc voilà, ça c'était mon interview avec Yenasep, que je remercie encore, autour du Jessa, du rituel du Jessa. Super intéressant. Bon, d'ailleurs, je reviens juste sur un moment où Yenasep, elle doit ouvrir son restaurant. On a enregistré cette partie quand même il y a
un mois avec elle et son restaurant ouvre très bientôt. Je pense qu'au moment où je vais publier d'ailleurs cette émission, son resto Sera ouvert. sera ouvert. Mais donc voilà. N'hésitez pas à aller sur sa page Instagram pour avoir plus d'informations. Donc avec ce rituel, on comprend vraiment la raison pour laquelle il était furieux, le papy furieux, et qui voulait se venger. Bon, enfin, il n'y a pas normalement de quoi tuer toute sa descendance, mais bon, c'est quand même un peuple qui tient fortement, je pense, C'est ça, en à fait. ses rites. Et là, et pour le coup, ils ont oublié papy, quoi. Enfin, mais bon, je pense que c'est justement parce que c'était un collabo. C'est plus pour ça, je pense. Oui, alors je pense qu'il joue un petit peu sur les traditions qui ont été oubliées, peut-être volontairement, parce que justement, il voulait oublier ce membre de la famille. Mais en même temps, voilà, on nous fait comprendre que c'était pas quelqu'un de bien. Ouais. Et du coup, effectivement, son esprit a été un peu malmené, quoi. C'est ça. Alors pour le coup, je propose qu'on passe encore à la suite du programme. La dernière partie de l'émission, c'est la partie traduction. On t'écoute ? Oui, c'est parti. Donc j'ai choisi un moment plutôt parlant pour le film, pour la partie traduction. Et aussi très simple. On est à 4 minutes 20 du film et c'est un moment où Hwarim explique qui elle est et ce qu'elle fait. Et elle dit quelques mots que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Donc je vous passe le moment. 예전부터 사람들은 그 어둠의 존재들을 알고 있었고 여러 가지 이름으로 불러왔다. 귀신, 악마, 도깨비, 요괴. Donc ici, elle dit, depuis longtemps, les gens connaissent les êtres obscurs et ils les appellent par divers noms. Et elle dit, Kishin, Amma, Tokebi, Yukwe. Kishin, Amma, Tokebi, Yukwe. Et donc, ces 4 mots qu'elle vient de balancer, je voulais juste traduire mot à mot ce que ça voulait dire. Donc, Takwishin, qui est fantôme. Amma, les démons. Ok. Tokebi, donc c'est les gobelins, dont la série qui s'appelle Gobelins, en fait, en VO. En VO. Et enfin, en la version française, donc ça, le titre, c'est Gobelins. Oui. Et en coréen, c'est Tokebi, du coup. Et enfin, elle dit Yukwe, donc les monstres. Donc, d'accord, voilà. le terme générique pour les monstres. Voilà. Donc là, tu as fantôme, Kishin, Amma, démon, Tokebi, gobelin, Yukwe, monstre. Ok. Est-ce que tu veux t'essayer à répéter ? Mot à mot, oui. Alors, Kishin, Kishin, fantôme. fantôme. Angma, Anma, démon. démon. Tokebi, Tokebi, gobelin. gobelin. Yukwe, Yukwe, oui, monstre. monstre. Yes. Il y a un autre moment où elle parle de ce qu'elle fait. Je vous le passe. 음과 양, 과학과 미신. Donc, elle dit Gwa Yang, qui est en fait le yin et le yang. Kwa Mishin, la science et la superstition. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle dit le yin et le yang, on dit souvent le yin et le yang. En fait, en coréen, ici, c'est le yin, et yang, donc le yang. Ah ok, yang. C'est ça. Et ensuite, tu as Kwaak, qui est la science, et Mishin, donc la superstition. Mishin. Ouais, donc là, elle veut faire un parallèle entre les deux, enfin le yin et le yang, et la science et les superstitions. Et les superstitions, exactement. Et en gros, vraiment dans la suite du truc, elle dit qu'elle existe entre les deux. Ensuite, je passe un moment où elle se présente. 나는 무당 이화림이다. Donc elle dit 나는 무당 이화림이다. Donc tu l'as dit tout à l'heure durant ton point culture. Je suis chaman. Oui, je suis la chamane Hwarim. Donc Mudang, c'est chaman. Voilà.
Je trouvais ça cool de relever le mot mudang, parce que c'est le métier de la chamane qu'on a vu tout le long du film, et du coup, c'est intéressant. Donc voilà, c'était le point de traduction qui clôture cette émission sur le film Pamio Exuma. Exuma. Voilà. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Mais pas de souci. Ça m'a fait plaisir en tout cas d'être là. Et surtout pour un film qui était super intéressant et pour lequel il y avait des recherches à faire après. Donc vraiment un film qu'on recommande à tout le monde. Puis écoute, si tu veux la prochaine fois, on a fait un film super, on peut faire un film très très nul. Ça peut être marrant. Pour l'expérience. Juste pour l'expérience. Juste pour l'expérience. Ce serait pour le démonter alors. Vraiment pour le démonter. Mais bon, sympa. après, c'est ton émission. Et je sais que t'aimes bien amener des choses culturelles, des petites traductions. Oui. Et effectivement, c'est ça qui fait aussi la richesse de l'émission. Mais ça pourrait être rigolo de faire un film très très nul. Après, il y a aussi de la traduction qu'on peut chercher dans un film très nul. Hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. Hein. Ça n'empêche pas. Très bien. Merci beaucoup, Kevin. Je t'en prie. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés également. On se retrouve la prochaine fois pour la prochaine saison avec les filles, avec My Name qu'on a choisi pour la prochaine fois. Qu'on écoutera tous sur vos différents réseaux. Yeah. Parle-moi K-drama. C'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Te la Kamsahamnida.